psychologique, psychique se trouvait Pierre Palmade. On va avancer grâce à vous. Yann Botrel, bonsoir. Vous êtes élu municipal de Charly, en Auvergne-Rhône-Alpes, hypnothérapeute spécialisé en addictologie. Et à distance, on va retrouver Loïc Michaud. Bonsoir Loïc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous aider à comprendre le chemsex. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Félix Marcard qui disait que pour lui, c'est aussi le fait de boire du vin rouge avant d'avoir un rapport sexuel. Il se demande même s'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui ont recours sans le savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles étaient vos pratiques? Vous consommiez quel type de drogue? Alors, d'abord, moi, à chaque fois que... Bonsoir et je vous remercie de me donner la parole. Chaque fois que j'interviens sur cette thématique, que ce soit quand je forme des professionnels ou auprès des médias, j'ai à cœur de dire que la majeure partie des personnes qui pratiquent le chemsex ne sont pas dans des situations problématiques. Moi, je suis consultant en addiction au Checkpoint à Genève et je reçois tout un tas de garçons qui viennent auprès de moi pour qui me permettent de faire ce qu'on appelle la réduction des risques, c'est-à-dire la distribution de matériel stérile, c'est-à-dire des conseils pour consommer et réduire les risques. Il n'existe pas de consommation sans risque, mais il existe des consommations à moindre risque. Une des choses qui leur permet à ces usagers de venir parler avec moi, c'est notamment le fait que ils ne se sentent pas stigmatisés. Et je crois qu'on a toutes et tous à être vigilants dans les propos qu'on utilise aujourd'hui en lien avec cette affaire ou quand on parle de dépendance, à ne pas stigmatiser. Je crois que la stigmatisation, elle tue tout autant que la politique de répression des drogues. Et on a la preuve avec ce qui se passe aujourd'hui de situations complètement absurdes avec des gens qui peut-être ont besoin d'aide mais qui s'enfuient et qui ne portent pas assistance aux autres parce qu'ils craignent d'avoir des problèmes avec la justice. Et ça, moi je le vois dans mes consultations, des overdoses, des décès, des personnes qui sont pas emmenées à l'hôpital parce que les personnes ont peur d'avoir des problèmes avec la justice. Oui, parce que je précise que vous êtes maintenant infirmier responsable à Checkpoint Genève. Donc votre histoire, c'est que vous étiez adepte du chemsex et quand vous avez réussi à vous en sortir, vous dites ma vie était un enfer. Moi, j'ai pratiqué le chemsex et parce que je suis malade dépendant, j'en ai en effet eu un usage obsessionnel, compulsif. C'est le mécanisme de la maladie de la dépendance. Et comme tous les dépendants, comme ce que disait Félix tout à l'heure sur votre plateau, en effet, il n'existe pas pour un dépendant de consommation qui soit modérée, de consommation qui soit contrôlée. J'ai l'habitude de dire, pour moi, une fois c'est trop, 1000 fois jamais suffisant. J'ai cette incapacité à m'arrêter si je commence à consommer. La particularité en plus des drogues de synthèse, c'est qu'elles ont ces capacités performatives. Elles vont avoir un effet sur l'organisme qui fait que les cravings, c'est-à-dire cette envie irrépressible de consommer, va être de plus en plus augmentée et on va avoir des consommations qui peuvent s'étaler sur plusieurs heures, plusieurs jours. Oui, ça peut durer plusieurs jours. C'est ce qui semble être le cas d'ailleurs pour Pierre Palmade. Ça peut durer quoi, 48 heures, 3 jours, 4 jours? Ça peut durer plusieurs jours comme ça peut durer que quelques heures parce qu'il y a des personnes qui sont tout à fait en maîtrise. Dans mon cas, en effet, ça pouvait durer plusieurs jours. Les personnes qui sont toxicodépendantes décrivent aussi ce mécanisme qui s'étend sur le long terme avec une mise en danger parce que ce sont des substances qui vont provoquer la disparition de la sensation de faim, de la sensation de soif, de la sensation de sommeil. Donc on se retrouve avec des usagers de substances qui font des véritables marathons du sexe sans vraiment penser à s'hydrater, etc. Et avec les conséquences que ça a sur l'organisme. Vous avez vécu ces conséquences sur votre santé? J'ai vécu les conséquences d'une consommation qui est compulsive et qui est excessive. Et quand on est dans la toxicodépendance, il n'existe pas de parcours idyllique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de dépendance, c'est parce qu'on perd la maîtrise, c'est parce qu'il y a des conséquences sur la vie familiale, sur la vie professionnelle, sur la vie relationnelle, qu'on décide à un moment donné de faire changer les choses, de changer de mode de vie. Yann Botrel, donc certains ont découvert la pratique du chemsex avec l'histoire, cet accident tragique.
À quel point ça se répand dans la population? C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que c'était surtout les homosexuels qui avaient recours à cela. Non, les hétéros aussi. Alors c'est quand même le cas, hein. C'est une pratique qui est pas nouvelle, hein, qu'on connaît depuis à peu près 20 ans, qui a été identifiée dans les pays anglo-saxons d'abord, puis qui s'est développée en France il y a à peu près 10 ans. On pense qu'il y a eu un boom quand même des pratiques après le confinement. Tous les professionnels de santé ont observé une amplification du phénomène. Et puis, effectivement, il y a un risque de porosité quand même, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des étudiants, notamment des jeunes filles, qui se laissent embarquer dans des plans chemsex, qui connaissent même pas le mot, hein, mais qui vont se laisser embarquer, qui vont d'abord consulter pour une addiction à la cocaïne, et puis lorsqu'on fait une alliance thérapeutique et qu'on commence à creuser, on s'aperçoit qu'elles ont eu des relations sexuelles sous drogue, puis qu'il y a eu des attouchements sexuels. Enfin, vous voyez, petit à petit, on y arrive. Il y a très peu d'études épidémiologiques, il y en a même quasiment pas. Il y en a quand même une de 2022 qui a le mérite d'exister, qui s'appelle Sex and Chems, qui a interrogé de manière anonyme 1100 chemsexeurs et qui a montré, il y a 2 chiffres qui doivent nous interroger, que 16% des chemsexeurs étaient des femmes et que 6% étaient hétérosexuels. Ce qui montre bien quand même qu'il y a une porosité des pratiques qu'il faut prendre en compte. Et ce que réclament les associations, les professionnels de santé, c'est d'abord un état des lieux au niveau national, pas simplement dans les milieux gays, pour avoir une cartographie tout simplement et savoir l'étendue du phénomène. Ça, on n'arrive pas à le faire. Pour l'instant. On le fait pas. En tout cas, il n'y a pas eu la volonté politique. Il y a eu un rapport qui a été remis en 2022 par le professeur Benyamina, qui confirme l'inquiétude sur le phénomène et qui demande, il y a des préconisations. Maintenant, c'est une volonté politique et c'est ce que réclament beaucoup d'élus, ce que réclament aussi les associations, les professionnels de santé, parce que je pense que quand on va avoir les vrais chiffres, on va peut-être tomber de nos chaises. Loïc Michaud, vous aussi, c'est ce que vous constatez sur le terrain? En fait, c'est beaucoup plus étendu qu'on le pense? Je pense qu'il faut vraiment faire preuve de vigilance. Le chemsex, c'est un terme qu'on a créé pour qualifier une pratique sexuelle au sein de la communauté des hommes qui ont du sexe avec les hommes ou des personnes trans. Et ça caractérise l'intentionnalité, la prise de substance avec l'intentionnalité d'avoir du sexe. Ce qui est totalement différent de prendre des substances, de faire la fête, prendre des substances et puis éventuellement avoir du sexe ou alors de prendre un verre pour se donner du courage. C'est assez différent. Et puis dans cette définition-là, on y a mis des types de substances, notamment les drogues de synthèse, et on doit aussi prendre en compte le poids culturel de la consommation de substances au sein de notre communauté, le stigma du VIH, et puis également les outils de rencontre aujourd'hui, les applications de rencontre qui qui ont modifié nos rapports, modifié notre manière d'entrer en contact et notre manière de consommer du sexe. Dire qu'il y a une porosité m'embête parce que on peut pas dire on peut pas faire penser que le chemsex dans sa complétude avec tous ces paramètres basculerait des hommes ayant du sexe avec les hommes vers les communautés hétérosexuelles. On peut pas tout porter. Par contre, ce qui est pour eux, c'est ces substances en particulier. C'est l'accessibilité à ces substances dont il faut parler. Aujourd'hui, les substances, vous pouvez les commander sur Internet et elles arrivent dans vos boîtes aux lettres. Si ça c'est possible, c'est parce que ces substances qui sont conçues en Asie, aux Pays-Bas, en Pologne, dans des laboratoires, les concepteurs, ils ont toujours un temps d'avance sur le législateur. Donc quand ils savent que la molécule, elle est interdite, ils en changent une partie et ils rebalancent à nouveau le produit. Ça veut dire que notre politique, elle est pas bonne parce que elle marche pas dans ces cas-là, et que 2, on doit mettre l'accent sur la prévention et la réduction des risques, mais aussi sur l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas. On l'a entendu parce qu'il n'y a pas d'études d'ailleurs, il n'y a pas d'études chiffrées, c'est difficile d'avoir des études et il y a déjà besoin de l'énergie ici et on a besoin d'avoir de l'autre côté des personnes qui vont répondre aux besoins. C'est vrai que c'est ce qui ressort des différents témoignages, Laurent, cette grande facilité à trouver de la drogue. Alors, on ne le découvre pas aujourd'hui, mais ça se confirme. En tout cas, en 2 clics sur Internet, j'ai encore fait l'expérience aujourd'hui, vous pouvez commander... De quoi, du chemsex? Vous pouvez commander 1 gramme de catinone, ça vaut 15 €. C'est-à-dire c'est 3-4 fois moins cher que la cocaïne. Et puis surtout, le site vous garantit que si le colis est arrêté à la douane, on vous en renverra un. Autrement dit, si le site garantit ça, c'est que la probabilité que vous soyez arrêté à la douane, elle est assez faible. Et puis, comme le disait votre intervenant, le gendarme, c'est pas un coup de retard qu'il a là, c'est 2 ou 3. Parce qu'au fond, ça fait au moins 10 ans que ces labos clandestins inondent
parce que c'est trop facile de se procurer ces produits-là. En plus, ils apparaissent pas comme tels, ils apparaissent, c'est des sprays, des engrais. Oui, il n'y a pas écrit drogue dessus. Voilà, il n'y a pas écrit drogue dessus, vous en doutez. Donc en fait, c'est d'une facilité. Alors déjà, on voit le mal qu'ont les policiers et les gendarmes à interpeller la cocaïne, le cannabis, vous voyez, les drogues de grande consommation. Alors imaginez, parce que c'est vrai que c'est des consommations plus marginales. Il y a moins de monde qui sont. C'est pour ça qu'on le découvre, nous, tout ça, comme vous disiez, Aurélie, depuis 3 jours, on découvre ces pratiques. Donc en fait, on voit bien qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas de répression du tout, et donc du coup, il n'y a pas non plus pour ceux qui sont, comme on le disait tout à l'heure, les premières victimes d'eux-mêmes et de cela, il n'y a pas du tout d'assistance. En réalité, on voit bien, c'est ce qu'il disait votre intervenant aussi. Des fois, on a besoin d'être aidé. Alors, si la société, elle est pas au courant, elle passe à côté à ce point du phénomène, eh bien évidemment, elle aide personne. Oui, c'est comme si on avait une pieuvre face à nous, Jacques. Ah, puis c'est une pieuvre qui bouge effectivement tout le temps. Hein, on arrive à faire des affaires de stupes parce que ce sont des réseaux organisés, parce qu'on a des renseignements, parce que pour le cannabis, ce sont généralement des grosses quantités, donc on arrive ne serait-ce que physiquement à les suivre, à les voir, à mettre des systèmes de géolocalisation sur des véhicules que l'on soupçonne transporter des produits. Quand effectivement ça arrive par la poste, avec 1 gramme, 2 grammes de produits, la gendarmerie a créé une gendarmerie du cyberespace, mais on est à des milliers de kilomètres de la capacité de pouvoir intercepter ces flux qui sont effectivement des petits flux. On est tout à fait en dessous des radars. Ça ne se voit pas, ça n'apparaît pas. Finalement, il n'y a pas de trouble non plus à l'ordre public. Ce sont des gens qui font ça chez eux, enfermés, et on comprend pourquoi. À part lorsqu'il y a un débordement, c'est-à-dire qu'en fait le désordre vient à l'extérieur et tue des gens, on en fait la démonstration. C'est-à-dire que parmi vos auditeurs, je serais bien étonné qu'il y ait plus que quelques pourcents de gens qui aient déjà entendu parler de ces pratiques. Oui, on est vraiment tout à fait dans quelque chose qui est en basse fréquence. Personne n'est au courant de rien. Ça se passe en privé. Donc il n'y a aucune raison, je dirais, qu'une priorité d'enquête, qu'une priorité d'investissement en temps, en argent et en officiers de police judiciaire soit décidée par rapport à des phénomènes criminels ou délictuels qui sont évidemment beaucoup plus importants, parce que beaucoup plus visibles et donc beaucoup plus troublant pour l'ordre public. Donc si on ne fait rien, ça finira par devenir visible, mais ce sera bien trop tard. Enfin, c'est déjà, on a l'impression, trop tard. Yann Botrel, comment aider les personnes qui veulent en sortir ? Est-ce que c'est forcément grâce à des cercles de discussion, ce dont nous parlait tout à l'heure Félix Marcard ? De faire des émissions comme la vôtre, c'est déjà utile, parce qu'il y a des gens qui sont très isolés avec ça. On parle des drogues de synthèse, mais il y a aussi tout un tas de produits qui sont en fait complètement licites. Hein. On parlait souvent du GHB, qu'on appelait la drogue du violeur, un petit peu rapidement. Le GBL qui se transforme en GHB dans le corps, c'est un solvant qui est utilisé dans l'industrie chimique. Hein. C'est pour nettoyer les parquets, les jantes des voitures. Donc il y a aussi des détournements de produits qui sont tout à fait légaux, qu'on trouve dans les commerces. Donc effectivement, la répression n'a aucun sens. Mais par contre, la prévention est très utile. On a beaucoup d'anciens, comme Loïc, d'anciens chemsexeurs qui vont témoigner, et ça a une utilité très importante. J'écoutais encore hier François Rollin sur votre antenne, qui a fait un témoignage qui était bouleversant. Lui, il a parlé d'addiction, et on sent qu'il connaît ce sujet parce qu'il est touché d'assez près. Et la vérité, c'est qu'au-delà du chemsex, il faut rappeler que l'addiction, c'est une maladie. Ce qu'a fait Félix tout à l'heure, c'est une maladie chronique qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Moi, je suis addict à la cigarette, j'ai arrêté il y a 10 ans. Si je refume aujourd'hui, je sais exactement ce qui va se passer. Donc, je ne suis pas guéri, mais je suis soigné, je vis très bien avec. Donc, voilà, c'est une maladie où le regard doit changer aussi de la société. Parce qu'aujourd'hui, si vous cassez une jambe, on va vous plaindre. Si vous êtes addict, vous êtes un pochetron, vous voyez. Donc, il y a tout un regard quand même à changer, parce que la vérité, c'est que être addict, on ne le souhaite pas à son pire ennemi. C'est une prison. C'est épouvantable. Donc voilà, il faut consulter, il faut pouvoir voir des gens de confiance, des professionnels de santé, des associations qui font un boulot formidable. C'est pas toujours facile d'avoir rendez-vous avec un médecin addictologue, par exemple. Chez moi à Lyon, il faut à peu près 1 an de délai. Donc, vous voyez, à peu près, si vous voulez vous soigner. L'autre problème. Parce que l'aide est urgente. Il faut l'apporter tout de suite, et vous dites... Les médecins généralistes ne sont pas toujours formés aussi à l'addiction. Parfois aussi, le chemsex, il y a une multitude de produits, ça peut faire peur à certains professionnels de santé, alors que finalement, quel que soit le produit, il se passe toujours la même chose d'un point de vue neurologique.
Mais voilà, il faut inciter les gens à consulter sans jamais culpabiliser, parce que le propre de l'addiction, c'est la culpabilité. Et si vous culpabilisez un addict, il va consommer encore plus. Et c'est vrai qu'on comprend bien qu'il faut aussi une aide psychologique, Loïc Michaud, puisque faut se poser la question, pourquoi d'abord ai-je besoin de prendre des drogues pour faire l'amour? Pourquoi ça m'est impossible autrement? Est-ce que c'est là le début de l'histoire ou il faut encore remonter plus loin? Je crois que la dépendance est en effet une maladie et puis elle peut s'exprimer sous différentes formes et le trouble obsessionnel et compulsif peut aller sur l'usage de substances, sur la sexualité, parfois combiné. Je crois que quand on est dans une situation problématique, dans une situation de dépendance et on a allié sexe et produit, la première chose à faire, c'est arrêter le produit. Souvent, la sexualité n'existe plus. C'est ça la réalité. Quand on est arrivé à un certain stade, la sexualité n'existe plus. Il n'y a plus que la consommation de substances. Donc, d'abord, la première étape, c'est d'arrêter la substance et puis souvent d'y associer, en tout cas dans le programme que j'utilise avec mes patients et qui a marché pour moi. Moi, j'utilise que des choses qui ont fonctionné pour moi. C'est d'observer une abstinence affective et sexuelle pendant un certain temps. Le temps oui, mais déjà... ça revient. Loïc, moi, j'ai le souvenir d'un témoignage qui m'avait marqué d'une personne qui a lutté contre sa dépendance à la drogue, qui est arrivée. Donc petit à petit, on va mieux. Mais quand on va mieux, le désir revient, la libido aussi. Et cette personne n'envisageait pas de faire l'amour autrement qu'avec de la drogue. Et donc, elle a replongé. Comment on fait? Parce que quand ça va mieux, le danger est encore plus présent. Moi, il m'a fallu plus d'1 année et demie pour réussir à retrouver une forme de sexualité. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de, en tout cas dans mon cas, j'ai pas appliqué comme 1 + 1 = 2 des techniques pour que. Il y a vraiment tout un travail à la fois d'acceptation de la maladie, d'aveu d'impuissance, de confiance en les autres, en ceux qui nous accompagnent dans ce chemin-là et qui eux sont passés par là et ont réussi à retrouver. Et puis progressivement, on apprend surtout à s'écouter, faire quelque chose sous substance qu'on n'est pas capable de faire quand on est sobre. C'était pour moi en tout cas le signe d'une non-adéquation entre ce que je voulais faire à mon corps et ce que mon mental était sur l'instant capable d'accepter. Et tout le travail de rétablissement, il consiste à repartir à la connaissance de soi pour que ces deux choses-là, elles coïncident et puis qu'on soit à nouveau en capacité de définir ses limites et puis de les faire respecter. Et ça, c'est un grand cadeau, en tout cas, qui m'a été fait dans le rétablissement. C'est ma capacité aujourd'hui de poser des limites et de les faire respecter. Je ne sais pas comment l'avocat que vous êtes reçoit ce témoignage. Avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes qui arrivent à arrêter des dépendances, quelles qu'elles soient. Ce que ça m'inspire, c'est que l'on a dit qu'il était très difficile d'arrêter, qu'il y avait un manque d'aide pour arrêter. Moi, je souhaiterais quand même ce soir qu'on dise que les victimes aussi de la route ont besoin d'aide et qu'elles n'en ont pas. Il y a un travail remarquable des associations, il y a un travail remarquable des avocats, de la justice aussi, mais pour vous prendre un exemple tout simple, les mères de famille qui sont venues me voir parce qu'elles avaient perdu un enfant dans un accident de la route, quand elles me racontent l'arrivée à l'hôpital, elles me disent mais il n'y a aucun soutien psychologique. On est seul face à la mort. Le chef Aleno, qui a perdu son fils l'année dernière, l'a très bien dit. On arrive dans un endroit froid pour constater un corps froid et personne ne nous aide. Aucun soutien psychologique de l'État. Aucune cellule psychologique. Je veux dire, aujourd'hui, on s'émeut, on dit les victimes de ce dossier, on pense à elles, bien évidemment. Je pense aussi aux 3000 familles par an qui perdent un être cher, aux 200 000 victimes qui sont blessées, aux 16 000 qui trouvent le handicap sur leur chemin. Que fait l'État pour cela? Aucune cellule psychologique? Rien. Les tribunaux jugent au bout de 2, 3, parfois 4 ou 5 ans. Pendant ce temps-là, le deuil, il est ouvert. La plaie, elle est béante, elle saigne encore. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc, bien sûr qu'il faut aider tous ceux qui ont une dépendance à ne plus l'avoir. Mais de grâce, comme mon confrère tout à l'heure disait, j'espère que la médiatisation n'interférera pas dans ce dossier. Ah ben moi j'espère l'inverse. Pas pour ou contre Pierre Palmade, mais pour les victimes. J'espère que les pouvoirs, quels qu'ils soient, vont réagir en se disant l'émotion est tellement grande dans le pays avec cette femme qui perd son enfant et qui perdra peut-être la vie et qui perdra peut-être son autre enfant. On ne le souhaite évidemment pas.
aidez-nous. Aidez-nous à les aider. On les reçoit dans notre cabinet, on n'a pas de formation psychologique, on a les mouchoirs, on croise les bras, on les écoute et après on dit on va vous porter notre assistance juridique, humaine. Mais en réalité, le soir, quand elle rentre chez elle, il y a personne. Et moi, j'aimerais profiter de la médiatisation de ce dossier. Si l'on aide les toxicos à sortir de là, si on aide les alcoolos à sortir de là, aidons les victimes à se reconstruire. Est-ce qu'un fait divers, est-ce qu'une émotion aussi grande qu'elle est aujourd'hui, et elle est nationale, peut aider à faire changer les choses? Parce qu'on est quand même en train de parler de moyens, où l'État va mettre l'argent. En fait, ce dont vous venez de parler, c'est la partie civile dans un procès. La partie civile, c'est la victime. Pendant longtemps, la partie civile, elle n'avait pas finalement sa place dans un procès pénal, puisque c'était les intérêts civils, ça venait après. Le procès pénal, il est fait pour juger les auteurs. Et le procès des attentats du 13 novembre se sont invités pendant 3 mois. Alors au début, tous les spécialistes disaient « Oh là là, ça va être beaucoup trop long ». Les parties civiles, autrement dit les victimes, c'est exactement ce que vous disiez. D'un autre côté, il y a 3000 accidents de la route mortels par an, ça fait quand même du monde. Hein. Ça fait 3000 familles endeuillées tous les ans. Alors on vient de loin, puisque dans les années 70, on était à 20 000 par an, rendez-vous compte. Donc en fait, il y a eu une prise de conscience. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison, ça a montré, le procès du 13 novembre, ça a montré ça, c'est qu'une victime, c'était, mais alors, une cascade de victimes. C'était jamais une seule victime. C'était la famille, c'était les proches, c'était les enfants, c'était des générations qui s'installaient de dégâts. Et au fond, ça a montré, mieux que tout discours, ça a montré à quel point, au fond, on faisait société au milieu de victimes. Et qu'en réalité, on avait besoin, mais vous avez 1000 fois raison, on aura besoin, que ce soit les victimes de la route, ou les victimes dont vous avez parlé. Évidemment, il faudrait d'urgence des consultations accessibles pour les dépendants, les addicts. Mais évidemment, les victimes, elles sont, judiciairement parlant, parce que la justice, elle considère que c'est pas son boulot, elles sont laissées à l'abandon. Oui, absolument. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, parce que c'est pareil dans les affaires criminelles, c'est pareil dans tous les faits pénaux, c'est qu'en fait, il n'y a que des victimes. Il y a effectivement les victimes directes de l'accident, mais je pense que la vie de Pierre Palmade sera plus jamais la même, quelle que soit d'ailleurs la sanction pénale. Et c'est vrai que la victime, elle est toujours sur le strapontin dans le procès pénal. Alors vous le disiez, partie civile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas concernée par les intérêts pénaux, elle n'est considérée que par l'intérêt civil, c'est-à-dire le dédommagement. Mais il y a certainement plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement on ne s'intéresse qu'à l'auteur, parce que le procès pénal est dirigé contre l'auteur, et pour l'avoir vécu parce qu'on a sous ses ordres des dizaines, des centaines de gens au cours d'une carrière de gendarme, il y a quelque chose dans le rapport avec la victime qui est très difficile pour l'enquêteur, c'est-à-dire que lorsque l'on est face à des malfrats, lorsque l'on est face à des trafiquants, lorsque l'on est face à des assassins, on a suffisamment de recul pour comprendre que ces gens-là ne sont pas comme nous. Quand vous avez affaire à des victimes, des gens qui sont des pères, qui sont des mères de famille, ils nous renvoient une image qui est notre image. Et c'est infiniment plus difficile à vivre, c'est infiniment plus difficile à supporter, tout simplement, quand on est en face des gens qui vous racontent une histoire qui pourrait être la vôtre, que quand vous êtes face à un malfrat avec lequel vous n'avez qu'une proximité de quelques heures ou de quelques jours et qui est intéressé. On ne rentre pas dans leur vie, alors qu'on est directement impliqué dans la vie des victimes. On est beaucoup moins affecté dans une vie d'enquêteur par des choses. Moi, j'ai vu des choses abominables en termes d'assassinat, de découpe de corps, de choses qu'on raconte même pas à la télé. Je trouve qu'on est beaucoup moins affecté que quand on arrive sur un accident de voiture et où on a une famille, c'est-à-dire des gens qui sont comme vous et qui vous ressemblent. Et je pense que c'est une des raisons majeures pour lesquelles la victime n'intervient pas. Et puis la victime, elle est aussi dans autre chose. Elle n'est pas dans la justice, la victime. Elle est dans l'émotion, c'est normal. Et elle est donc dans la vengeance. On entend souvent, notamment sur des homicides involontaires, des parents qui vous disent « Mais attendez, il encourait 3 ans, il a pris 1 an et demi. Moi, ma femme, mon fils, mon mari, ma fille a disparu pour toujours et elle a pris perpète. » Donc on est dans un rapport du ton de la justice par rapport à la comparaison entre
le sort qui est réservé à celui qui a commis l'infraction, mais qui est décidé par des juges qui sont des professionnels, par rapport au sort qu'on voudrait lui réserver, puisqu'il nous a atteints dans notre intimité, dans notre bonheur, en fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.